Bonjour Baptiste, Bonjour. merci d'être venu vers nous hein, après le petit court passage au Business Expo l'année dernière, au mois de juin. Aujourd'hui, on est ici pour parler de ta carrière et de ton projet Salle d'attente. Pour démarrer cet entretien, comment es-tu arrivé à la musique? Comment cette passion a commencé? La musique, ça remonte à beaucoup trop loin maintenant, ça fait plus de 30 ans. Donc les souvenirs exacts, je ne sais plus exactement. Je me souviens juste qu'il y avait un piano à la maison, que j'ai dû tâtonner ça comme tout enfant qui est curieux d'avoir un objet qui fait du bruit et des notes de musique. Je me souviens d'avoir été soliste dans la chorale de mon école en primaire. Donc voilà, un goût prononcé pour la musique très tôt que ma maman a tout simplement laissé se développer. Voilà, puis ensuite, bon an, mal an, cours de piano, cours de chant, et puis voilà. Des concours également? Concours de chant, oui, oui, vers l'âge de 11 12 ans, ouais, pour commencer les premiers concours de chant, un peu partout en France. Voilà, donc beaucoup de kilomètres à avaler, beaucoup de scènes, de rencontres aussi. C'est des souvenirs assez précieux parce que finalement, ça a été assez formateur comme première expérience de scène avec le public. Uhum. La fièvre a été lancée à ce moment-là, quoi. Oui, oui, oui. Avec, j'ai en mémoire l'un des plus gros concours que j'ai fait, qui était l'un des derniers que j'ai fait, qui était avec la Française des Jeux RTL. C'est une immense tournée qu'ils avaient l'été sur toutes les plages de France. Et donc j'ai dû faire Argelès-sur-Mer quand j'avais 14 15 ans. Il y avait plus de 15 000 personnes sur la plage. Donc pour un concours de chant, t'es bien quoi. On était en première partie de la Nouvelle Star, d'un concert de la Nouvelle Star et tout de l'époque. Ouais. Donc c'était assez conséquent quand même, ouais. Et c'était des concours qui t'amenaient à te déplacer d'une ville à une autre ou C'était un concours qui avait des étapes dans chaque station balnéaire hein, pour le concours français des Jeux RTL. C'était David Clément, un ami à vrai qui m'avait branché là-dessus. Et ouais, non, moi juste fait quelques étapes de temps en temps, ouais. Ouais, t'en as fait plusieurs. J'ai dû en faire trois, ouais. Ouais. Et comment donc là il y a eu l'apprentissage, le chant, tu le disais tout à l'heure, et un instrument. Et quel est ton instrument de prédilection? Piano, hein. Le piano? Piano, prédilection. Parce qu'il y en avait un à la maison, comme je disais. Donc, c'était facile, entre guillemets, de. Enfin, facile, je sais pas si je peux dire facile, mais c'est juste que c'était là. Donc, Ah, comme ça s'est présenté à moi, je suis allé dessus, quoi. Tu vois, il y aurait eu une guitare, peut-être que j'aurais fait de la guitare. mhm. Voilà, mais oui, conservatoire, et puis l'école musicale Patrick Duchossois, voilà, jusqu'à mes 17 ans quasiment. Alors justement, qu'est-ce qui s'est passé à 17 ans après le bac, j'imagine? Départ pour Paris, Ouais. évidemment, parce qu'à l'époque, les perspectives de développement professionnel artistique sur Paris, enfin sur Le Havre, c'était inexistant quasiment. Donc cette envie de partir, en plus d'aller voir autre chose. Et donc oui, bah à Paris, formation en audiovisuel pendant 3 ans, puis ensuite une formation professionnelle, artistique, chant, danse, théâtre dans l'école de Richard Cross à l'époque. Mhm. Donc voilà. Et du coup, ouais, cette école, elle existe encore, l'école de Elle Richard n'existe Cross? plus. Ouais. Richard ne fait plus que de la formation de professeur de chant. Mhm. Mais la formation de comédien-chanteur, non, non, est clôturée. Donc, je suis l'un des derniers à avoir pu profiter de ces enseignements-là. Alors, qu'est-ce que tu as appris dans cette école? Et quels sont aussi les gens que tu as rencontrés, que ce soit des professeurs comme des élèves? J'y ai appris beaucoup de choses. J'y ai appris la rigueur, la force de travail. J'ai aussi appris l'humilité, savoir qu'en fait, on peut être bon dans un domaine dans notre petite province, puis en fait, on s'aperçoit que quand on est mis avec un groupe de gens tout aussi talentueux que soi, en fait, on n'est rien, si ce n'est, il y a que le travail qui va faire qu'on va peut-être réussir à tirer notre épingle du jeu. Donc ça a été une vraie leçon de vie aussi. En professeur, j'ai quand même eu la chance de rencontrer en fait des professionnels du spectacle vivant, hein. Il y avait donc Karim Medjeber, j'ai eu Sophie Delmas, j'ai eu Edwige Chandelier, j'ai eu Monsieur Guillaume Coignard, voilà, Karine Robert, Olivier Massé aussi, le metteur en scène. Donc en fait, j'ai quand même eu un casting 4 étoiles
encore professoral. À l'époque, j'en avais pas du tout conscience, hein. C'est ensuite, avec le recul, quand tu apprends à connaître ces gens et que tu vois leur CV, tu fais, mais c'est un casting de malade, en fait. Mm. J'ai eu la crème de la crème en formation. Oui, en plus de Richard Cross, qui lui aussi En plus de lui Richard, évidemment. connu pour le grand public, pour avoir Évidemment. travaillé sur la Star Academy, hein, je crois, c'est ça? La Star Academy, puis même toutes les émissions de découverte de talent de l'époque. Il avait aussi fait Popstar avant de faire la Starac, puis il s'est occupé de tous les grands spectacles musicaux, Roméo et Juliette, Notre-Dame de Paris. Donc voilà, jusqu'à ensuite des artistes solos dont il était le coach vocal. Il y a eu Calogero, il y a eu Morane, il y a eu Annie Lennox, tu vois. Donc c'est quelqu'un, voilà, qui fait quand même Ouais, une sa place. expérience Ouais. énorme. Et ça, tu t'es nourri de ça pendant toutes ces années, enfin ces 2 années d'études dans son école. Oui, j'ai bu comme une éponge. Mm. C'était, j'avais tellement envie de faire ça que j'ai pris chaque seconde de ce que je pouvais prendre. Voilà. Et puis j'étais entouré en plus de jeunes qui avaient tout aussi faim que moi, qui bossaient tout aussi dur que moi et qui aujourd'hui ont eux aussi des belles carrières. Ouais, ce que j'allais dire, sur ta promo, tu as quelques. Ah oui, bien sûr. J'ai Oui. je pense à ma grande copine tatou, Tatiana Matre, qui est Tatiana. Aujourd'hui, elle est dans le comte de Monte Cristo, Folie Bergère, mais pareil, le CV de Tatiana, dès qu'elle est sortie de formation, ça a été une étoile. Voilà, je pense aussi à un autre ami, Seb Walter aussi, qui bosse aussi sur le Roi Lion, parfois en tant que remplaçant sur Sur la les rôles comédie musicale. sur le rôle de Timon et de Zazou. Donc voilà, voilà, il y en a peut-être d'autres et je m'excuse si j'oublie les autres, mais voilà, on était une sacrée promo et c'était très stimulant en fait pour l'imaginaire, pour la création, pour l'envie de faire. On ne pouvait pas ne pas faire avec cette promo-là. Avec ce corps professoral-là et la promo que j'ai eue, on ne pouvait pas ne pas faire. Alors, après ces 2 ans d'études, Oui. te voilà dans le grand bain. Quels ont été tes premiers projets professionnels dans le monde de la musique? Ça a tout de suite été des petites comédies musicales. Voilà, des choses que le grand public connaît pas, mais des petits spectacles qui tournent sur Paris, en province. Nous, Voilà. au Havre, on s'en rend pas forcément compte, mais Non. il y a les très grandes, évidemment, où il y a des pubs à la télévision, à la radio, etc. Mais la comédie musicale aujourd'hui est bien plus développée C'est même plus large que ça. Il y a 30 ans, quoi. C'est plus large que ça. C'est le spectacle vivant en général qui est plus complet que ce qu'on pense. Si les gens s'intéressent un peu plus, vont chercher un peu plus d'informations sur quelle pièce, avec qui, comment, ont l'habitude d'aller au théâtre, ils vont tomber sur des pépites qui ne sont pas forcément médiatisées et qui sont pourtant des spectacles très bien écrits, très bien joués. Et voilà, il faut avoir cette curiosité-là pour respirer le théâtre et ce qui est vraiment le spectacle vivant. Ce qui est d'autant plus important aujourd'hui, à une époque où tout ce qui peut être sur écran et virtuel, Ouais, l'intelligence artificielle peut être un peu faux, voilà, on ne sait plus trop à quelle vérité se fier sur l'écran. Au moins, le spectacle vivant, ça triche pas, c'est là. Donc, du coup, des premiers projets de comédie musicale. Est-ce que tu peux peut-être nous parler d'un projet majeur sur lequel tu as travaillé? Oh. En tant que comédien ou en tant que coach vocal? Alors, commençons par le coach vocal et peut-être, je sais où tu vas m'emmener, mais c'est que je pense à des choses. Oui. Comment ça est arrivé, ça, du coup, de se retrouver à être coach vocal de la comédie musicale Les Choristes, qui a cartonné, parce que, tout comme le film, c'était un gros succès sur scène. 2 ans d'exploitation à cheval entre les Folies Bergères à Paris et une tournée en France. Donc avec 3 équipes de 15 enfants, plus 6 comédiens adultes qui étaient tout le temps là, qui ont répété avec les 3 groupes d'enfants. Donc beaucoup de travail. Ça a démarré tout simplement par une superbe rencontre avec Christophe Baratier lors d'un stage de comédie musicale qu'il animait à Jurignac, tu vois, dans le sud. Ça a été 15 jours très formateurs auprès d'un metteur en scène et réalisateur qui a une grande culture, qui est très musicien
et qui a une grande vision de la mise en espace et des choses. Donc ça, c'était très intéressant de le côtoyer. Et ça s'est assez bien passé pour qu'à un moment, voilà, il me rappelle quelques mois plus tard pour me proposer de prendre la direction musicale des comédiens adultes. Voilà, je me suis pas trop occupé des enfants, mais des comédiens adultes sur le spectacle. Chose que j'ai accepté de faire et c'était vraiment super à faire. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. La main pour les mener vers d'autres lendemains. Sans cœur, la nuit, l'on donne espoir, ardeur. Le spectacle est vraiment top, les acteurs dans le rôle sont magnifiques. La voix des enfants donne vraiment plein de frissons, ils ont des voix sublimes. Magnifique. Extraordinaire. Pas des frissons quoi, à la fin. On retrouve toutes les émotions du film, c'est vraiment top. Nous sommes dans le magnifique cadre des Folies Bergères où le spectacle musical des choristes est en train de naître. Évidemment, il va retrouver des chansons, il va retrouver les personnages, mais il va découvrir des nouveaux comédiens. Ils vont découvrir également des nouvelles chansons parce que les personnages, par exemple des adultes, sont partiellement chantants. Et c'est vraiment une œuvre nouvelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas, j'ai pas photocopié le scénario pour faire une espèce de produit dérivé. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, égarés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres. Mais mon pauvre ami, mais vous ne tirez jamais 2 notes de leur gosier, ou alors je suis le Je roi vous en supplie, monsieur le directeur, ne me dites pas le roi de quoi. Je ne veux plus te voir. Tu me fais honte. Mon argent crapule. D'être envoyé pour avoir failli au règne. C'est peut-être l'une des premières comédies musicales en France qui s'est adaptée du film, en fait. Aujourd'hui, il y a Sister Act, etc. Aux voilà, États-Unis, un c'est film français, ouais, une comédie musicale française adaptée d'un film français, Ouais. et en plus adaptée avec le même metteur en scène. C'est-à-dire que le réalisateur du film a fait la mise en scène du spectacle, donc la transposition est directe. Et je trouve que c'est super bien, et en plus ça a été très bien fait, que Christophe ait su transposer un film à la scène, parce que c'est pas du tout la même temporalité, c'est pas le même rythme ni de jeu. Enfin, au cinéma, tu peux monter les séquences. Raconter les choses de la même manière. C'est ça. Au cinéma, tu peux monter les séquences, tu peux voilà, pour donner un rythme à l'image, au dialogue. Là, tu peux pas. En fait, tu es obligé. Tu fais de la mise en espace, tu fais de la direction de jeu, mais en fait, ce qui se passe en plus avec des enfants. C'est-à-dire que le jeu d'un enfant va forcément être différent d'un soir à l'autre, donc il faut mettre ça en place. Et aujourd'hui, il y reste des traces de la comédie musicale ? Je ne sais pas s'il y a des traces, je sais qu'ils ont un fait DVD derrière. ou un... Non. À ma connaissance, Il n'y en non. a pas eu. Mais voilà, je sais qu'ils l'ont exploité en Espagne, mais c'est tout. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dernièrement, il y a les Demoiselles de Rochefort, il y a les Parapluies de Cherbourg, maintenant c'est les Demoiselles de Rochefort qui sont aussi adaptées du film. Ça devient de plus en plus commun dans le métier. Oui, mais c'est quelque chose en plus qu'on retrouve pas mal chez les anglo-saxons. Comme tu disais, il y avait Spamalot, Sister Act, voilà, ce sont à la base des films qui basculent en pièces de théâtre musical, donc c'est super. Donc, les choristes, et donc ça, du coup, côté, et voilà, et en tant qu'interprète. En tant qu'interprète, celui qui me vient, qui a été très fort pour moi, c'était Quand la guerre sera finie, voilà, qui est une pièce de Marie-Céline Lachaud et de Nicolas Skilbeck. Donc Nicolas Skilbeck est un compositeur anglais qui travaille sur de grands musicals à Londres et à New York. Donc on a eu, à travers la partition, toute cette sensibilité, cette culture du musical à l'anglo-saxonne. Ça veut dire tout simplement que la musique est vraiment au service de l'interprétation et de la narration. Donc en tant que comédien, tu as juste à lire et à te laisser porter par ce qui est écrit. Et si tu as un peu de sens du jeu, tu peux faire quelque chose d'extrêmement bien. Voilà. Alors que cette comédie musicale a eu plusieurs vies. Oui. Tu étais à l'origine,
Tu as été jusqu'à Alors, à l'arrivée aussi. c'est un spectacle que Marie-Céline Lachaud a cherché à mettre en place depuis plusieurs années. Moi, je suis arrivé en cours de route. Je suis arrivé en cours de route sur une nouvelle version qu'elle voulait monter. Euh, on a fait pas mal de lectures pour promouvoir ce spectacle. Ensuite, il est parti à Avignon sans moi, et puis il a eu une vie après Avignon avec moi. On a fini, voilà, c'était C'était une pièce avec plusieurs comédiens pour à finir. 8. Il y a une version à 8 comédiens, puis une version là que j'ai joué aussi assez longtemps, qui était une version à 3 comédiens, où on était 3 pour faire Tous les rôles. tous les rôles. Mhm. Voilà, avec du coup quelque chose de très dynamique et intense dans le rythme de jeu que nous on avait sur scène. Voilà, je sortais de là, moi j'étais claqué. Pourquoi mes parents se sont-ils un jour installés à Saint-Dizier? Jamais rien ne s'y passe, même un jour de 14 juillet. Non, je ne resterai pas à Saint-Dizier. Non merci, non merci, non merci, je ne suis pas un héros. Je suis qu'un réparateur de moto. J'ai besoin de Lucille. Ma sœur, hors de question. Je ferai très attention, je te le promets. D'accord. Mais juste une fois. Je m'en vais à Paris, gare de l'Est. Gilbert m'a dit, ton journal à la main, la queue des taxis, le mot de passe. Où vont tous les trains de Nice-Paris? Attendez, partez pas si vite. Dis-moi le drapeau nazi là-bas. On le brûlera. Oui, et à la place, on mettra un drapeau tricolore. Mon amour pour toi me donne des ailes. Quand la guerre sera finie, il y aura des chansons au bout de la rue. Marcheront Des des lampions de bal, toutes les lumières seront revenues. dans les rues Tu de me serreras Paris. très fort dans tes bras, tout comme Tu aujourd'hui. m'emmèneras Avec les étoiles comptées sur nous toute la vie. On n'aura plus peur. On sera heureux quand la guerre sera Est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch de la comédie musicale? Qu'est-ce que ça racontait? Quand la guerre sera finie, bah déjà il y a plusieurs arcs narratifs. Hein. C'était pas, ça se passe pendant 39-45. C'est une histoire de résistance qui se déroule entre Paris et la ville de Saint-Dizier. Mais ensuite, c'est un spectacle qui était très touchant parce qu'en fait, c'est un spectacle où les personnages ne sont ni tout blancs ni tout noirs. Et justement, dans cette période, rien n'était ni tout blanc ni tout noir. Donc, trouver le jeu qu'il faut pour jouer cette nuance-là, le ni tout blanc ni tout noir, c'est quelque chose d'assez subtil à faire. Il faut être bien drivé par un metteur en scène qui a cette vision et cette sensibilité-là. Sinon, tu le fais pas tout seul. On bascule trop facilement dans la caricature et les stéréotypes qu'on pourrait avoir de l'époque, des personnages de l'époque. Moi, l'un des rôles principaux est un garagiste qui s'appelle Fanfan, qui croit en la parole du maréchal Pétain, mais de bonne foi, pas parce que c'est un pétainiste qui est collaborationniste, c'est juste parce que à l'époque c'est le maréchal, voilà, et qui veut empêcher sa petite sœur de rentrer dans la résistance parce qu'il la voit venir, la gamine, et puis il veut certainement pas que sa petite sœur parte avec des zouzous qu'il connaît pas, voilà, tu vois. Donc au final tu prends cette histoire-là, c'est une histoire très simple de un grand frère qui veut protéger sa petite sœur. Mais dans un contexte de 39-45. Ouais. Et après, si on avait su que... si on avait su que, exactement. Et on n'aurait pas fait. Ouais, non, mais c'est une pièce qui est génialement écrite. C'est vrai, voilà, c'est du pur bonheur à jouer. Donc voilà, Marie-Céline, Nicolas, si vous me regardez, je vous embrasse. Merci pour ce cadeau. Alors, pendant toutes ces années, tu as aussi donné des cours de chant.
Est-ce que c'est quelque chose que tu proposes toujours ou Alors voilà, et où ça se passait, où ça se passe J'ai enseigné quasiment 15 ans. Voilà. Là, cette année, j'ai personnellement levé le pied. Voilà, je donne moins de cours moi personnellement, mais j'ai toujours des ateliers de formation avec ma compagnie. Voilà, la compagnie que je dirige propose des ateliers de formation professionnelle en chant, donc cours de chant, technique vocale, mais aussi tout ce qui est le lien aux musiciens live. Voilà, le développement de l'artiste. Donc c'est des choses, je vais peut-être être amené à refaire moi des cours de chant peut-être l'année prochaine, la saison prochaine, mais j'avais besoin moi là cette année de lever un petit peu le pied puis de m'occuper d'autres choses qui me sont chères, c'est-à-dire la compagnie, faire du spectacle vivant parce que je suis avant tout artiste avant d'être enseignant. Voilà. Et je pense et de toute façon ma conviction est faite qu'on ne peut pas être un bon prof si on pratique pas si tu es un artiste frustré. Ça, c'est si tu te sens frustré artistiquement, généralement, à un moment voilà, oui. tu vois ce le que vois, tu le sais. Tu vois ça- l'élève qui a eu beaucoup de talent, tu peux être un peu aigri. Oui, même si tout ça est très inconscient, mais des histoires comme ça existe, j'en ai entendu de collègues, ou à un moment, même si tu le veux pas, à un moment, ça peut ressortir. Donc, il faut pas aller là-dedans. Si t'es frustré, si t'es aigri, ou même inconsciemment que tu te dis ouais non ça va, non mais voilà je fais ça, j'ai bien vécu. Non. Si t'as cette petite rancœur ou un truc où tu te dis que t'as pas fini, bah ne fais pas. Voilà. Et là moi j'ai senti alors il s'est passé des petites choses, mais on va y venir aussi ces petites choses. il s'est passé des petites choses, mais l'idée est que j'ai senti moi l'envie de revenir vraiment beaucoup plus à la scène que de donner des cours. C'est très égoïste, c'est très très égoïste, mais je pense que si je veux rester un bon prof plus tard et redonner des cours plus tard, il faut que j'ai cette part d'égoïsme là maintenant. Voilà. Alors, si je te pose ces questions, c'est aussi parce que quand on s'est connus, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, tu enseignais le chant. Alors tu avais cette vie à Paris, mais tu enseignais aussi au Havre, au SEM. Tu donnais des cours à l'intérieur du SEM. Dans leurs locaux, mais je n'étais pas un prof du SEM. Voilà. Mais voilà, j'ai eu pu un peu participer, voir un petit peu comment ça se passait, un cours avec les élèves avec lesquels tu travailles. Et c'était assez impressionnant, même les voix qu'il y avait sur le Havre. D'ailleurs, de tous ces élèves-là, est-ce que tu as pas des souvenirs, mais est-ce que tu as des retours un petit peu sur leur carrière, s'il y en a qui ont fait carrière? Ah bah oui, totalement. J'en ai trois en tête, mes petits poulains, mes petits chouchous de l'époque qui maintenant ont bien grandi. Oh mon Dieu, voilà. Tu vois, il y a les cheveux blancs. Eux, ils ont grandi, moi j'ai pris des cheveux blancs. Non, je pense à Joséphine Rose qui maintenant est sur Paris aussi. C'est une super chanteuse qui est devenue qui a fait les cours Florent en comédie musicale, qui est devenue comédienne de comédie musicale et aussi coach vocal. Tu vois, donc voilà. Je pense aussi à mon grand Mathéo Fleury, qui pareil, même cursus, comédie musicale au cours Florent, et qui pareil est devenu un artiste de comédie musicale. Et sinon, Sofia Bortoluzzi, mon Dieu, quelle voix Sofia. Tu devrais l'interviewer. En tant qu'artiste à Brest, tu devrais l'interviewer. On l'avait déjà... Tu l'as déjà interviewé ? Elle était déjà venue au Magic Mirror pour interpréter le morceau mais avec Sofia... toi. Souviens-toi. Oui. Justement, on va y venir sur le général. Il y a déjà longtemps. Hein. Ouais. Casser la voix, casser la voix, casser la voix. C'est super d'avoir pu transmettre une petite graine professionnelle et de voir que tu as 3 autres loulous à vrai qui sont aussi maintenant dans le circuit. Dans le circuit, bah ouais, c'est super. Alors, si on est ici, c'est surtout pour parler d'un projet qui te tient à cœur depuis déjà longtemps, qui à la base c'était Histoire d'homme pour un album que tu as réalisé pour l'association Ressources. Oui.
Alors, est-ce que déjà tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'est Ressources et ta rencontre avec cette association? Ok. Alors, les centres ressources, c'est une association, une fédération d'associations qui s'occupe d'accompagnement thérapeutique de malades du cancer. Voilà, ce sont des centres dans lesquels tout à chacun peut aller, que vous soyez malade ou non, vous pouvez être de l'entourage aussi. Et dans ces centres, vous allez avoir tout l'accompagnement pour vous permettre de mettre l'ensemble des paramètres de votre vie au vert, entre guillemets, pour que le patient puisse se concentrer sur sa guérison le plus sereinement possible. Voilà. Donc, c'est quel que soit le statut socio-économique, quel que soit le stade du cancer, à l'annonce, pendant, après, les centres sont là pour accompagner les patients qui le souhaitent ou les personnes qui l'entourage. Il se peut que vous ayez quelqu'un de votre entourage très proche qui soit malade, qui ne souhaite pas aller au centre, mais vous avez, en tant qu'accompagnant, vous avez besoin d'aide aussi pour supporter la situation, etc. Donc les centres sont là. Voilà, c'est très important pour la qualité de vie du patient, pour l'aider à guérir au mieux et le plus vite possible, et essayer en plus de prévenir toute récidive, toute rechute le plus possible. Donc voilà. Ils font autant de l'accompagnement psychologique que aussi tout ce qui va être qualité de vie, c'est-à-dire des conseils sur la nutrition, sur l'activité physique, le bien-être, tu vois, tout ce qui va être kiné, ostéo, voilà, c'est assez complet. C'est une association qui est plutôt basée dans le sud de la France. Donc la maison mère des centres ressources est à Aix-en-Provence et il y a plusieurs centres qui poussent un petit peu partout comme des champignons à partir d'Aix-en-Provence parce que c'est là le point source. Donc côté Montauban plus vers l'ouest, puis ensuite on remonte Vienne, Lyon, Reims, voilà, toutes ces zones-là à partir d'Aix-en-Provence commencent à avoir des centres ressources s'ouvrir dans les villes. Apprendre un cancer est un défi existentiel. Ce n'est pas qu'une maladie qui touche le corps, qui fatigue. C'est aussi un flot émotionnel. C'est aussi une charge mentale exceptionnelle. C'est un bouleversement social et un choc existentiel. Je dois beaucoup à Ressources. Mon cancer, c'était un cancer du rein, métastasé au cerveau, puis métastasé au poumon. Donc le parcours a été un peu long, un peu compliqué. Et ce genre de parcours, on ne le fait pas tout seul. On ne peut pas sortir de ça tout seul. Pour accompagner les personnes touchées par le cancer, les malades et l'entourage, il faut une démarche pensée, réfléchie, qui soit d'une efficacité absolue, pour espérer, face à cette montagne, renverser le pronostic. Ce bénévole est intervenante depuis une dizaine d'années. Et pourquoi ? Parce qu'il y a 15 ans, en 2010, alors que je viens d'avoir 50 ans, j'apprends que j'ai un cancer du sein métastatique. Et faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, parler de prévention, éviter aux personnes malades de récidiver, éviter aux personnes de tomber malades tout court, et les aider quand elles traversent le cancer, à traverser ça mieux et se donner de meilleures chances de guérison. Alors, comment toi tu t'es retrouvé lié à cette association, étant donné que toi t'es Havrais, t'es parisien? Oui, tout simplement parce que j'ai eu une collègue prof de chant qui animait des ateliers chorales au centre d'Aix. Voilà, et qui m'a appelé un jour en me disant ils aimeraient écrire une chanson hymne, un peu comme les Restos du Cœur. Je sais pas écrire, j'ai pensé à toi, est-ce que tu veux venir les rencontrer, voir ce qui se fait? Donc j'y suis allé. Alors je fais un petit boujou à Audrey Fein du coup parce que c'est elle qui m'a amené là-bas. J'y suis allé, j'ai passé 2 jours en immersion, j'ai pris une claque en mode leçon de vie. Voilà, je m'en souviens très bien parce qu'à l'époque, si tu veux, j'y suis allé à Aix-en-Provence, c'était fin juin, début juillet, il commençait à faire beau, j'avais pris des tongs et je m'étais fait une petite cloque au pied avec ma tongue et j'étais en mode oh là là, ma cloque, etc. J'ai mal et finalement... Ouais, j'ai pas mal. Tu vas fermer ta gueule, tu vas mettre un pansement sur ta cloque et tout va bien se passer. Non, puis en fait, ça a été très très vite parce que pendant cette immersion, pendant les 2 jours, j'ai écrit l'hymne Histoire d'homme, dont on a fait un clip avec une 60aine d'artistes issus
De tout Voilà, milieu. de tout milieu, spectacle vivant, télévision, cinéma. On a fait un bel album de 12-13 chansons, voilà. Peut-être que tu pourras voir en toi bien plus que tu ne crois. Allez viens, on va lui jeter des sorts, la mettre au feu en caracan. Car hâte de vivre chaque instant en rire, en larmes, en contretemps. En somme, c'est une histoire d'homme ensemble, comme un cri qui résonne, main dans la main et contre tout, pour te garder debout. Et si on gueulait un coup à deux contre les démons et les dieux, suivre ensemble les remous du courant, être là au besoin naissant. Alors, Et tu es c'est auteur sorti en interprète 2017. de combien de chansons sur cet Je suis album? interprète de une chanson en entier. Et sinon, je dois faire des voix et pas mal de chœurs. Surtout sur l'histoire d'homme. Et sur tous les autres. Mais et voilà, il y a une chanson que j'interprète sur cet album parmi les 60 artistes qu'il y avait. Donc c'est chouette. Alors, c'est une chanson qu'on va retrouver dans un peu la suite, le petit bébé d'Histoire d'homme, donc c'est Salle d'attente. Son petit frère. Son petit frère. Pourquoi ce projet? Et puis, est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que ça raconte, Salle d'attente? Bah, ça raconte la vie. Salle d'attente. Salle d'attente, c'est un spectacle musical qui est né en partie des chansons de cet album-là. De l'album Histoire d'homme qui est sorti en 2017 et que l'association vend à son unique profit. L'idée, l'envie, c'était de se dire que c'était un peu bête de laisser ces chansons juste sur un album et de se dire pourquoi on les ferait pas vivre à travers un spectacle qu'on créerait, qu'on pourrait produire et dont les bénéfices d'exploitation pourraient revenir à l'association. Donc j'ai repris moi les 5-6 chansons que j'avais écrites sur Histoire d'homme comme un début de colonne vertébrale d'un spectacle, et finalement j'ai écrit d'autres chansons parce qu'en fait je me suis retrouvé à écrire des binômes de personnages, différents arcs narratifs qui ont tous un point commun, c'est qu'à un moment ou à un autre ils vont passer par la salle d'attente. Donc c'est pour ça que le spectacle s'appelle Salle d'attente, même si tout ne se passe pas à l'hôpital ou en salle d'attente, parce qu'on voit les personnages évoluer dans leur vie de tous les jours. Donc voilà, c'est un spectacle qu'on va mener tambour battant voilà, et tâcher de l'exploiter à Paris et en province. Voilà. Mais il y a déjà des dates qui arrivent. Donc c'est... On va lui jeter des sorts, la mettre au feu en 4 accords. C'est mon premier jour au service d'oncologie. Le professeur Montpiozo a accepté mon protocole d'accompagnement. On soigne pas les métastases avec des notes de musique. Ça se saurait si ça ne tenait qu'à ça, ta pianiste de mère aurait survécu. Mais je vais pas parler à mon cancer. Je le fais bien moi de temps en temps. Ça vous permettra peut-être de crever l'abcès. Essayez. C'est complètement con. Essayez. Ça ne se fait pas de squatter chez les gens comme ça. Le savoir-vivre, tu connais pas. Pierre est là pour sa prostate. Quoi? Examen de contrôle. Il est là pour se faire ramoner la cheminée. Ouais. Alors, comment évolue sa tumeur? Les résultats n'ont pas bougé. Mais bon, vous savez que le cerveau, ça peut changer du jour au lendemain, alors... il a 5 ans. Il y a bien quelque chose qu'on peut faire. Mais tu sais, t'es pas mon héros parce que tu gagnes toutes les batailles. Tu l'es parce que tu y retournes à chaque fois qu'une autre se présente à toi. Je donnerai mes soins à l'indigent et à quiconque me les demandera. Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire. Admis dans l'intimité des personnes, je tairai les secrets qui me sont confiés. Encore, le vivre et en rêver. Tu me plais. Je m'en fous que ce soit réciproque ou pas. Je suis une personne avant d'être une malade, tu comprends? Et je ne me priverai pas de ce que je ressens. Non, il a rien dit, justement. Même pas un tir. Attention, j'arrive. Et bah comme ça, tu sais ce que ça fait quand on prévient pas. Allez. On cherche tous pareil, ces gestes qui soignent. Essaye
rentrer un peu dans le détail de la comédie musicale, bon, déjà, déjà sur le scénario, Bizarre, il y a quatre interprètes qui jouent plusieurs rôles. Ouais, c'est à la fois. Alors, je sais à quoi tu veux faire allusion, à mon expérience sur Quand la guerre sera finie, mais c'est quand la version A3 de Quand la guerre sera finie n'est pas le seul spectacle Bien entendu. qui fonctionne comme ça. C'est une convention Et ça théâtrale. tu vois, mais ça t'a influencé ou tu t'en es rendu compte quand en ça a discutant avec moi? rejoint. Ouais. Non, c'est que ça a rejoint. Non, j'en avais conscience. C'est que ça a rejoint une réflexion en plus d'exploitation. C'est de savoir, est-ce que si tu écris 10 personnages, est-ce que tu prends 10 comédiens? Mhm. Le budget n'est pas le Le même. budget n'est pas le même. Tu te déplaces pas plus facilement en province et en tournée. Est-ce que en plus c'est intéressant pour un comédien d'avoir un rôle comme ça, c'est-à-dire qu'il intervient 3 fois dans un spectacle d'1h30 Mhm. et que le reste du temps il reste en coulisses? Ça peut être un peu chiant. Et est-ce que c'est pas plus intéressant pour un comédien d'avoir ce dynamisme-là, voilà. Et ensuite, non, il y a plein de pièces comme ça, Et puis ça même de théâtre. ça apporte son charme aussi. Ça apporte son charme, mais voilà, c'est ensuite, il faut savoir l'écrire, hein. Ouais. Parce que savoir Oui, il faut pas que les personnages se croisent. que les comédiens qui jouent différents rôles et ces mêmes rôles qui se croisent au Donc c'est même moment, un exercice. penser qu'il doit changer, que c'est vrai, c'est un exercice d'écriture qui est pas juste j'écris ma pièce J'imagine. et puis voilà. Non, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir anticiper. Et c'est super quand ça fonctionne bien, hein. Mais à concevoir, t'écris pas ça en un claquement de doigts, hein. C'est pas vrai. Mais par contre, ouais, ça doit régler quelques problèmes en interne où là, les comédiens, comme tu l'as dit tout à l'heure, tout le monde a un rôle, enfin plusieurs rôles dans la comédie musicale et il n'y a pas de frustration de dire ouais, attends, je suis dans la comédie musicale, mais j'y suis pendant 5 minutes ou 10 minutes et on ne voit plus après, quoi. Bah, le truc, c'est que ce qui est toujours intéressant, si tu veux, pour un comédien, c'est de se dire, est-ce qu'au cours de ma carrière, je vais être amené à jouer différentes choses, différents types d'émotions, mais différents profils, caractères. Est-ce que quand je passe un casting ou quand j'ai été dans un spectacle pour un type de rôle, est-ce que derrière, tous les autres metteurs en scène vont pas me voir que pour ce type de rôle, etc. Et le fait d'avoir plusieurs rôles, plusieurs personnages totalement différents à jouer, permet en fait d'avoir une projection sur ce dont un interprète est capable de faire, très large. Mhm. De se dire, ah oui, en fait, cette personne-là peut jouer ça, ça, ça. La petite grand-mère comme la maman qui vient de perdre un enfant. Voilà, j'allais venir. Comme Il y a un rôle dans la comédie musicale, comme elle joue une effectivement. infirmière. Enfin voilà, je trouve ça très très jouissif C'est en tant riche, que ouais. très riche et très jouissif, très plaisant en tant que comédien d'avoir comme ça des multi-rôles à défendre. Mhm. Voilà. Alors, parmi les gens qui t'entourent sur ce projet-là, il y a deux personnes. C'est vrai qu'on l'a peu évoqué, mais il y a des gens qui te suivent depuis l'école Richard Cross. C'est Karim Medjeber et Sophie Delmas, ça. que tu as croisés pour Qui ont différentes. été mes profs. Oui, à la base. Qui ont ouais. été mes profs. Qui ont été mes profs à la base au centre de formation vocale de Richard Cross. Sophie était ma prof d'interprétation et Karim était mon prof de chant et pour chanteur instrumentiste, c'est-à-dire comment on arrive à jouer en même temps qu'on chante. Donc j'avais ces deux profs-là qui ont été voilà, des rencontres humaines mais professionnelles. Et au final, bah, aujourd'hui sur Salle d'attente, Sophie est la metteur en scène du spectacle et Karim s'occupe des arrangements et un peu de la direction musicale voilà, du spectacle. Donc c'est cool de te dire en fait... Attends, si je dis pas de bêtises, 17 ans plus tard, qu'il soit encore là. Voilà, bon, évidemment,
On a plus du tout ce rapport prof-élève, mais vraiment Parce que comme collègue de travail. je le disais, hein, c'est que vos chemins se sont recroisés au fil du temps. Bon, pas de manière, c'est pas le hasard non plus. Hein, Non, pour Karim, si. il y avait le projet général sur lequel vous avez travaillé ensemble, par exemple. Karim, ça a été quelqu'un qui m'a mis le pied à l'étrier depuis ma fin de formation, en fait, qui m'a accompagné sur tout ce que j'ai voulu développer. Il a toujours mis son grain de sel, entre guillemets. Voilà, c'est vrai que je me suis. On s'est beaucoup compris musicalement et qu'il a su, c'est un excellent musicien et arrangeur, traduire musicalement toutes les idées musicales que je pouvais avoir sur les différents projets que j'ai eus et que je lui ai soumis. Donc voilà, oui, puis ça crée des liens après tout ce temps. Tu vois, tu sors du statut prof-élève, tu as l'estime de la qualité du travail, puis tu as de l'affection aussi, parce que tu côtoies pas les gens comme ça pendant 17 ans, à les voir, à les croiser, en te disant juste, bon, c'est mon prof. Non, on est dans du spectacle vivant, on est dans de la matière humaine. Puis de toute façon, pour m'accompagner sur un spectacle comme Salle d'attente, qui traite de choses aussi profondes, humainement, et d'épreuves de la vie qu'est le cancer, il faut avoir un lien humain déjà très ancré. Alors pour les gens qui ne savent pas encore qui est Karim, je les invite à regarder l'émission qu'on avait fait avec lui, malheureusement à distance. Il était à Quatre Avignon. coins du monde, le garçon. Voilà, il était à Avignon et nous ici au Havre. C'est vrai que l'interview est assez pleine d'informations sur sa carrière, qui est très très riche. J'espère que j'aurai l'occasion de le faire avec Sophie prochainement. Parce que, Je pense qu'elle sera ravie de le faire. Voilà, mais là, elle est bien occupée. Hein, Mais alors, oui, puis alors là, prévoit une émission de 6 heures, parce que la carrière de Sophie, c'est aussi quelque chose. Voilà. Oui, parce entre les cours de chant, le coaching, le doublage. Le doublage, puis la scène quand même. C'est une très grande comédienne chanteuse qui a foulé les planches depuis très tôt. Ouais, Mamma Mia et puis aussi, je sais pas, quand tu commences ta carrière en étant choriste de Maria Carré, ça va quoi. Tu vois, enfin, ça te place le. Moi j'ai commencé, toi tu me demandais tout à l'heure, moi j'ai commencé sur des petits spectacles musicaux. Sophie, son début de carrière, c'est choriste de Maria Carré. Bon, ça va. Alors, revenons sur Salle d'attente. Donc, du coup, tu es entouré de ces très grands techniciens et amis. Qu'est-ce que t'apporte, Sophie, dans la mise en scène Du recul. Du recul, et puis c'est un partage sur le développement des personnages. Moi, j'ai écrit quelque chose, parfois de façon un peu radicale, dans le côté stéréotype des choses, mais ça a du bon, les stéréotypes et les clichés. C'est pas des mauvais mots, c'est que ça permet d'identifier tout de suite des choses sur scène, des situations. Donc voilà, Sophie puis, a m'amené ça, puis ce recul sur le rythme de la pièce. Est-ce que c'est assez dynamique? Est-ce qu'on n'est pas dans le too bad? Parce que traiter d'un sujet tel que le cancer, faut pas sortir en se taillant les veines, quoi, tu vois, se dire c'est foutu, on va tous crever parce qu'on va tous avoir un cancer. C'est pas le cas et c'est pas du tout le sujet. Au contraire, c'est très porteur d'espoir, c'est très combatif. Donc voilà, tout en traitant des sujets parfois un peu durs. Donc Sophie a amené toute cette justesse de nuance où c'est à la fois on peut rire de certaines choses, et en même temps parler des choses graves sans tomber dans le pathos absolu. Voilà, puis je pense que son expérience de vie personnelle on va pas en parler plus que ça, mais a permis d'être juste par rapport à ça. Voilà. Alors, cette comédie musicale, la première a eu lieu au mois de septembre à Paris, oui. À la scène parisienne. Oui. Ça s'est bien passé? C'était super. C'est ce qu'on appelle une sortie de résidence. On a présenté notre spectacle de A à Z. C'était un premier jet. On a fait une jolie captation vidéo que tu as réalisée. Merci. Pour nous, bah oui. Voilà, pour pouvoir ensuite le promouvoir, faire un teaser, une bande-annonce, et pouvoir le vendre tout simplement à des théâtres, à des programmateurs à travers la France. Donc il était important qu'on le fasse. Ça s'est très bien passé. On a eu un public extrêmement bienveillant. On a fait ce pari fou de le monter
en 10 jours à peine, donc dont 5 vrais jours de répétition. Là où en fait, pour faire un truc pareil, il nous aurait fallu minimum 3 semaines. Alors c'est vrai qu'il y a des petites vidéos sur les réseaux sociaux où on voit un petit peu les dernières heures avant le spectacle où ça répétait dans tous les sens. Oui, tout le monde est au four et au moulin pour que, à l'heure dite, à l'instant T, tout soit prêt et essayer que tout se passe bien. Voilà. Mais c'est que la pointe de l'iceberg au final. C'est 1h30 de spectacle, mais combien d'heures de travail derrière? C'est des heures. Voilà. Et puis, je parle pas de petites journées. Non, je te parle de journées où tu te lèves à 6h, tu te couches à 2h du matin. C'est-à-dire t'es fracasse, t'as 4 heures de sommeil, t'es fracasse, mais t'y vas. Donc voilà. Et c'est génial. J'ai dormi pendant 2 jours. Mais c'est dommage, j'ai pas de photos de ces moments-là. Mais le sommeil sur cette journée-là. J'étais un peu limite. C'est Voilà. vrai que t'es content de te maquiller sur scène. Voilà, faut Vive trouver l'anti-cerne. un bout de moquette pouvait suffire pour servir de lit. Hein. Ah oui, totalement. Juste avant, d'ailleurs, on avait tous fait une sieste pendant 1 heure. C'est un silence, un calme dans le théâtre. Tout le monde a dormi. Donc c'est une première date. Il y en aura d'autres. Il y en a même 2 programmées au Havre en septembre. Donc c'est une joie de pouvoir défendre son projet dans sa ville natale, j'imagine. C'est très touchant et très particulier que cette aventure hors Paris commence au Havre. Tu reviens aux sources pour jouer ton spectacle pro dans une très belle salle. Le petit théâtre, pour le nommer. Que ta ville te met à disposition. Déjà, merci aux élus de nous le mettre à disposition. Ça me permet de le dire au passage. Mais voilà, puis c'est très touchant. Ensuite, on a des dates qui sont en train de se... Tout de suite après, il y a aussi Aix-en-Provence, évidemment, la maison mère d'Aix-en-Provence, sur le premier week-end d'octobre, le 2, 3, 4 octobre. Donc, ce sont ces premières dates qui tombent, qui arrivent. Il y en a d'autres qui sont en train de se construire autour de ces 2 dates. Mais ça va être de toute façon être fort en émotion. C'est un spectacle qui est fort en émotion. Mais voilà, le petit côté symbolique est très sympathique, oui, c'est sûr. Alors, si un théâtre, un festival était intéressé à programmer celle d'attente, qu'est-ce qu'on doit faire pour vous contacter Nous envoyer un petit mail sur l'adresse mail de la compagnie, cierosemanche@gmail.com. Il y a le site internet de la compagnie sur lequel vous pouvez aller, fraîchement terminé, sur lequel vous retrouverez toutes les informations. Voilà. Fiches techniques, etc. Fiches techniques, tout ce qui est nécessaire à la programmation d'un spectacle, en fait, tout simplement. Oui, comme tu le disais aussi tout à l'heure, sans rentrer dans les prix, mais il est fait aussi pour voyager, parce que on n'est pas sur une grosse production et que c'est assez abordable. On est sur une production qui est raisonnable, c'est-à-dire tout a été réfléchi pour que justement il puisse le plus possible être exporté. Je rappelle encore une fois que les bénéfices d'exploitation de ce spectacle seront reversés à l'association. Donc le but pour nous déjà, sachant qu'on a cet objectif-là, on a réfléchi en termes de production, à savoir comment on peut faire un beau spectacle qui va voyager léger, en étant payé de toute façon, parce que ça reste du travail, ça reste quand même notre travail à moi, les artistes et tous les membres de la compagnie, sans non plus payer des milliers des cents, parce que le but c'est de faire des bénéfices. Donc sur le principe, tout le monde est OK avec ça. Tout le monde dans l'équipe a dit, pour la bonne cause, sur ce spectacle-là, on va juste être sur les minima, voilà. Mais on l'accepte, parce qu'on sait qu'on vous sera payé sur d'autres projets plus chers, etc. Mais celui-là, voilà. Donc en pré-production, on a décidé d'avoir un décor plutôt léger. C'est-à-dire qu'on peut se déplacer sans avoir un semi-remorque de 3 tonnes qui se déplace. On est 4 comédiens, on est 2 techniciens, donc c'est assez léger comme équipe pour se déplacer. Et du coup, ça nous permet, en plus, si on a des dates
d'une ville à l'autre qui sont assez proches les unes des autres, ça permet de mutualiser ce qu'on appelle le VHR, véhicule, hébergement, restauration. C'est-à-dire qu'on peut réduire la note d'achat par une commune, par un théâtre, qui voudrait acheter le spectacle. Donc, on a fait en sorte d'être dans la moyenne basse des prix d'achat d'un spectacle pour justement, entre deux spectacles qui auraient à choisir, par le prix d'achat, on a une petite chance peut-être d'être choisi plutôt qu'un autre spectacle. Voilà, puis bon, c'est sur un thème, malheureusement, qui concerne tout le monde. Et je pense que, comme tu le disais aussi tout à l'heure, on passe du rire aux larmes. C'est un peu on passe vraiment du haut vers le bas. Le sujet, oui, c'est encore autre chose. Et évidemment que j'espère que le sujet va permettre aux décideurs de se sentir concernés et leur donner envie de se procurer le spectacle. Évidemment, le sujet peut aider à acheter le spectacle. Mais voilà, comme tu m'as posé la question initialement sur le côté juste pragmatique de production, je te réponds en termes de production. Évidemment, voilà, je comprendrais. Tu sais, c'est un sujet qui autant peut donner l'envie de programmer ce spectacle. Parce que, ok, c'est pour la bonne cause et le spectacle est beau et voilà. Mais je comprendrais, sans jugement, que quelqu'un soit un peu c'est sur le concert, parce que on en est encore là, il y a des gens que ça peut encore un peu effrayer. C'est un sujet qui est pas simple, voilà, et justement avec ce spectacle on essaye de le rendre simple à aborder, simple à évoquer, pas simple à vivre, simple à évoquer. Alors, une comédie musicale, et il y a combien de morceaux dans cette comédie musicale? J'en ai 14 ou 15 je crois. Ouais. Qui sont dans le spectacle. Qui sont dans le spectacle. Et est-ce que du coup il y a eu enregistrement de ces chansons en studio? Oui. Ok, du coup il y a un album. Il y a un autre album, voilà. Il y a comme je te disais tout à l'heure, la genèse de création, c'était que j'étais parti des 5-6 chansons que j'avais écrites sur Histoire d'Homme. J'ai dû écrire d'autres chansons, une dizaine d'autres chansons pour mes personnages, pour ce spectacle, qui ne sont pas dans l'album Histoire d'Homme. Donc on a fait un album de spectacle, voilà, qui est avec ses nouvelles chansons, plus les anciennes entre guillemets, mais totalement revisitées, parce que du coup, faut pas s'attendre à les avoir comme sur l'album, comme le premier album. Ça n'a rien à voir. Alors, dernier petit sujet, et toujours en lien avec celle d'attente avant de clôturer cet entretien. Baptiste, tu as une autre passion pour le sport, pour les ciels et marines. Ouais. Donc, voilà, le maillot du HAC apparaît plusieurs reprises dans la comédie musicale. Est-ce que tu peux nous en parler, justement, Oui, mais ça c'est propre à, tu vois, c'est propre à chaque auteur qui, quand il écrit quelque chose, est influencé par son vécu et des choses qu'il connaît. Je suis originaire du Havre. J'aime le foot. On a la chance d'avoir le club doyen. Et là, de voir en plus que ces dernières années, le club est en haut de l'affiche. Ouais, et surtout, j'ai envie de dire, est mené et géré le plus sainement possible à travers pas mal d'épreuves économiques, voilà, mais que c'est ce qui est le travail qui est effectué au club du HAC est fédérateur. C'est génial, voilà. Et oui, j'ai fait que l'un de mes personnages dans Salle d'attente est un supporter du HAC. C'est pas comme ça qu'on le présente initialement dans le spectacle. Non, bien sûr. Il arrive pour toute autre chose, mais juste à un moment, oui, il a cette passion aussi. Il a cette passion, voilà, qui est le HAC, et donc je me pointe en effet sur scène. Enfin, mon personnage se pointe, parce que ça, je dis moi là, parce que c'est moi qui l'ai joué, mais peut-être qu'un jour ce sera quelqu'un d'autre qui le jouera. Il se pointe avec le maillot du HAC sur scène. Voilà, mais ça en a même inspiré une chanson, parce que c'est pas qu'un maillot qui arrive sur scène. Dis pas tout, dis pas tout. Mais ouais, c'est un moment. Alors, je suis désolé, je spoil peut-être un peu, mais on peut se dire tiens, on parle de foot, mais
pour moi, c'est un grand moment d'émotion dans la comédie musicale, ce passage. Oui, et pour moi aussi, mais j'aurais voulu laisser un petit peu à la découverte, mais ok, bon. C'est qu'il y a dans le club cette phrase menée par les supporters qui est toujours avancer, ne jamais rien lâcher, la devise des Havrais. Euh, c'est une phrase qui, dans le combat contre la maladie, résonne très fortement. Mhm. Toujours avancer, ne jamais rien lâcher, la devise des Havrais. C'est le parcours de soins dans la maladie, c'est une montagne russe. Il y a des moments très hauts, on se dit putain ça va, ça fonctionne, les traitements fonctionnent, on y va. Et il y a des moments où c'est la douche froide, c'est je comprends pas, c'était bien parti, et ça rechute, ça revient ailleurs. Peut-être que voilà, il y a peut-être besoin finalement de se faire opérer. Et pourquoi Et au final, c'est est-ce qu'on baisse les bras dans la maladie? Non. On peut pas de toute façon, parce que quand on est dans la maladie, si tu baisses les bras, sortie, game over, tout de suite, enfin, c'est sanction tout de suite. Et ce personnage de Tony s'accroche à cette petite phrase pour ne pas lâcher. Les supporters autour d'eux, lui, ne savent pas sa situation. Il n'en parle pas, il n'a pas besoin d'en parler. Par contre, il ne sait pas le bien que ça... Et ils ne savent pas, cette cohorte de gens, cette population qui est autour de lui, quand il entend ce chant, Ce que ça signifie pour lui. ce que ça signifie pour lui. Voilà, tu vois, ça m'émeut déjà parce que je me replonge, moi, dans cette situation et que des fois, dans la vie, on n'a pas toujours conscience de ce qu'on apporte aux gens. Du bien qu'on peut apporter aux gens, même sans le savoir. Voilà, c'était une façon pour moi, donc voilà, tu vois, à travers ça, ce maillot et cette petite chanson, de rendre hommage à ma ville, à mes origines, à cet état d'esprit sportif, combatif, solidaire et d'entraide, et qui, je sais, est aussi, même si parfois il y a le côté un peu bourru des supporters, fondamentalement, au fond des gens, humainement, on retrouve ça. Pour terminer, vraiment, et là, vraiment clôturer cet entretien, est-ce que en parallèle de celle d'attente, tu as d'autres projets? Bon, tu as parlé de la compagnie tout à l'heure. Il y en a certainement d'autres projets. De toute façon, il y en a plein Bien sûr. qu'on n'a pas parlé. Il Bien sûr. y avait Barbe Bleue, par exemple, sur lequel tu avais travaillé. Il y a eu Général aussi, qui a un projet avec Karim, avec Patrick Amparzoumian, avec Manu Rodier, qui était un chouette projet que tu es venu défendre aussi au Magic Mirror avec nous, avec aussi le Boulevard des Artistes. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça dans les tiroirs? Alors, avec la compagnie qui est la compagnie de la Rose Blanche que je dirige, évidemment que la compagnie n'est pas montée que pour un spectacle. Il y a plein d'autres spectacles dans les cartons qui attendent. Voilà, la compagnie, elle est toute jeune, elle a 2 ans, elle est justement montée pour pouvoir exploiter l'ensemble de ces spectacles qui sont à monter. Donc, Barbe Bleue en fait partie, il est dans les cartons pour l'instant. L'idée, c'est de faire les choses bien, les unes après les autres, et pas tout lancer en même temps, sinon on va se paumer. Salle d'attente, c'est le premier spectacle. Il y aura Barbe Bleue. Il y aura qui était un projet qui était déjà bien avancé à l'époque, avec un livret, avec un disque. Bien sûr. Voilà, donc tout ça, tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est le propre du spectacle vivant. C'est-à-dire qu'un spectacle, c'est pas parce qu'il peut commencer à naître, il va avoir un début de vie. On peut le mettre un petit peu en stand-by pour le reprendre plus tard, pour le refaire vivre. C'est-à-dire que c'est pas terminé. Hein. Oui, un spectacle jamais mort, en fait. Un spectacle est jamais il peut mort, y avoir hein. une nouvelle version. Le spectacle vivant ne meurt jamais. Ne meurt jamais. Alors, merci Baptiste pour cet entretien. Mais je t'en prie. On a hâte donc aux 2 premières dates de septembre pour salle d'attente. On l'a dit bien avant, il y en aura d'autres, et puis en espérant que tous les autres projets aboutissent très rapidement. Évidemment, non, ça va être ces 2 dates au Havre, voilà, qui 18 et 19 septembre, à 20h au Petit Théâtre, qui vont être
2 belles dates parmi une multitude d'autres, mais c'est toujours super de revenir dans sa ville natale pour jouer son spectacle. Ouais. Merci Baptiste. Merci à toi.